Bienvenue dans cette conférence intitulée « Vie sauvage en danger, comment sauver l'écosystème ». Alors avant tout, juste un petit rappel des règles sanitaires. On va demander aux personnes dans le public de bien vouloir porter leur masque l'intégralité de la conférence. Nous-mêmes, on va le porter bien sûr quand on ne parle pas dans le micro. Alors cette conférence, donc Vie sauvage en danger, comment sauver l'écosystème. Pour en parler, nous aurons comme invité Lamia Essemlali à ma gauche, qui est donc la présidente de Sea Shepherd France. Muriel Arnal, qui est la présidente et fondatrice de l'association One Voice. Stanislas Broniziowski, le cofondateur de AVA, Abolissons la vénerie aujourd'hui. Et Bastien Lachaud, député de la France Insoumise. Quant à moi, donc, je suis Galia Mercier, je suis la co-animatrice du groupe thématique national Conditions animales de la France Insoumise, qui fait partie des groupes rattachés à l'espace programme. Donc nous exerçons des travaux programmatiques concernant la condition animale dans son ensemble et nous participons et soutenons des actions nationales et locales. Alors la condition animale est un sujet qui importe beaucoup aux Français. Un sondage paru dans Le Monde encore cette semaine le mettait vraiment très fortement en évidence et indiquait que la majorité des Français souhaitaient une meilleure prise en compte du bien-être animal. Mais c'est aussi un sujet vraiment transversal, donc qui touche aussi bien à l'éthique, mais qui touche à tous les sujets, donc à l'élevage, à l'alimentation, au droit, à la culture, avec des divertissements, si on peut appeler ça comme ça, au niveau de la corrida ou des spectacles avec animaux sauvages divers et variés. Ça touche également au poids des lobbies. J'imagine qu'on en reparlera au cours de cette conférence, mais notamment avec le lobby de la chasse qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Mais aussi à des questions d'écologie et des questions sanitaires. Pour ceux qui étaient peut-être là hier, dans la conférence précédente que nous avions organisée, qui s'intitulait « Le monde d'après, comment changer notre rapport aux animaux et à la biodiversité », les intervenants que nous avons eus ont vraiment éclairé cette question sur le lien entre la façon dont on traite donc, les animaux et la crise sanitaire actuelle que nous vivons, ainsi que les problèmes de déforestation, d'augmentation de gaz à effet de serre et la perte de la biodiversité, donc, qui va nous occuper sur cette conférence aussi aujourd'hui. Cette conférence, elle vise à faire un état des lieux de la vie sauvage aujourd'hui, sachant que nous sommes actuellement, en tout cas nous parlons de la 6e extinction de masse, donc ce n'est pas rien. Aujourd'hui, 4% des mammifères seulement sont des animaux sauvages. Dans le monde, les invertébrés ont vu leur population baisser de 50% en 40 ans. Et on estime également que 80% de la population d'insectes a disparu au cours des 30 dernières années. Et au niveau des vertébrés sauvages, une diminution de 60% environ en 40 ans. Donc c'est vraiment extrêmement massif. Et au niveau des océans, il est estimé que la vie marine pourrait disparaître aux horizons 2030 ou 2050. Alors, du coup, comment faire? Comment lutter contre cela? Quelles solutions avons-nous pour sauver l'écosystème? Ou du moins essayer. Comment éviter les risques de rupture? Alors, c'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette conférence, ou en tout cas au moins de dessiner un premier schéma à ce sujet. Donc la conférence va se dérouler, donc les intervenants vont pouvoir intervenir les uns après les autres et ensuite nous aurons un petit temps d'échange avec la salle pour un petit temps de questions-réponses. En fonction du temps qui nous restera, je demanderai quand même à ce que les questions soient relativement courtes pour qu'on puisse avoir le temps de répondre à plusieurs questions. Alors pour commencer, donc, nous avons le plaisir de recevoir Lamia Essemlali, qui est donc, comme je le disais, la présidente de Sea Shepherd France, une association vouée à la protection des écosystèmes marins et à la biodiversité. Et Lamia, donc, tu as participé à de nombreuses missions en mer, c'est beaucoup ton quotidien. Et tu es aussi l'auteur de 2 livres, dont un que j'ai ici et qui est disponible sur notre stand au village associatif, Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie. Donc vous pouvez venir acheter un exemplaire si vous le souhaitez tout à l'heure ou le feuilleter. Voilà, donc je vais te laisser la parole.
Bonjour à tous. Je m'excuse pour le retard, mon train avait 40 minutes de retard, la SNCF. Alors c'est un vaste sujet, défendre la vie sauvage, sauver la vie sauvage. Je pense que c'est l'enjeu primordial, pour le coup, le plus urgent et celui dont on dépend tous. On parle beaucoup du changement climatique, on parle beaucoup moins de l'effondrement du vivant et de la biodiversité. Et la vie sauvage, c'est vraiment le cœur de la biodiversité, puisque les animaux domestiques en fait, ajoutent à l'empreinte écologique humaine et contribuent à la destruction des écosystèmes naturels. Pas eux en tant qu'individus, hein, mais l'usage que nous en faisons. Donc l'océan, pour le coup, c'est un peu aussi le parent pauvre du sujet, puisque même si nous sommes en train de détruire l'océan, nous sommes une espèce terrestre, et donc on se sent très déconnecté de ce qui peut se passer en mer. On n'a pas conscience du fait que nous venons tous de l'océan. C'est notre berceau, et ça sera très certainement notre tombeau, puisque voilà, on estime d'ici à 2048 un effondrement des pêcheries commerciales. Ça veut dire en fait un effondrement de l'écosystème marin, donc dans toute sa fonction. Ça veut dire en gros c'est la fin de l'humanité, hein, c'est la fin de la civilisation humaine. On ne peut pas survivre sur une planète avec un océan mort. L'océan, c'est le premier organe de régulation du climat et c'est la première source d'oxygène avant les forêts. Et pourtant, on chalute 150 fois plus, on détruit par chalutage 150 fois plus de surface dans l'océan que de déforestation, que de forêt. Et on s'y attache beaucoup moins, encore une fois, parce que c'est loin des yeux, loin des consciences, et c'est compliqué de faire prendre conscience aux gens, même de l'impact qu'on peut avoir chacun au quotidien. Parce que quand on fait le bilan et qu'on se dit que d'ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan, ou qu'on parle d'effondrement des pêcheries commerciales, la plupart des gens se disent que du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus de poissons au menu, ou que nos enfants ne pourront pas manger de poissons. Ça, c'est vraiment un détail, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est surtout ce dont je viens de vous parler, c'est qu'on n'aura plus une planète vivable et habitable. Je sais pas, j'ai combien de temps, parce que en fait, un quart d'heure. Ok, c'est bon à savoir, parce que sinon je pars en freestyle. Là, pour le coup, pour être très concret, on est dans une mission, en plein milieu d'une mission qui s'appelle Dolphin Bycatch sur les captures de dauphins. Normalement, c'est une mission qu'on fait uniquement l'hiver. On l'a déclenchée en urgence là au mois d'août en Bretagne, parce qu'on a des dauphins mutilés qui s'échouent quasiment tous les jours sur les plages bretonnes. C'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais jamais dans de telles proportions et à cette période de l'année. Et les dauphins, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est aussi l'espèce parapluie, c'est-à-dire qu'ils ont cet avantage d'être charismatiques. Ça choque les gens, hein, de voir des dauphins mutilés sur les plages. On se balade avec ses enfants et puis on a des dauphins éventrés, avec la queue coupée. Voilà, ça interpelle. Et je pense que là, on est face à un enjeu qui est fondamental, qui est crucial. Et on a une sorte de fenêtre de tir. C'est-à-dire que les dauphins nous alertent sur ce qu'on est en train de faire à l'océan. On dit que les dauphins qui s'approchent des gens et qui cherchent la compagnie des humains sont des dauphins ambassadeurs qui essayent de sensibiliser l'humanité sur le sort de leur espèce. Bon, je ne sais pas pour cette théorie-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les dauphins morts qui s'échouent sur nos plages sont des dauphins ambassadeurs du carnage qu'il y a en mer. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, c'est simple, la première menace sur l'océan, c'est la pêche. C'est plus les harpons explosifs qui menacent les baleines de disparition, même si la Norvège, l'Islande et le Japon continuent à en tuer. C'est des baleines de trop, mais c'est pas ça qui menace la survie de l'espèce. Ce qui menace les dauphins, c'est pas les massacres aux îles Féroé ou au Japon. Et pourtant, je suis bien placée pour en parler, parce que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus et qu'on essaye de stopper ça. C'est un carnage innommable. Mais c'est infinitésimal par rapport au nombre de dauphins qu'on massacre au large de nos côtes. Avec une mort qui est peut-être encore pire, parce que, en fait, déjà, elle est insidieuse parce qu'on ne la voit pas, c'est pas des bains de sang, mais ils sont pris dans les filets quand ils chassent le poisson. Les bateaux de pêche cherchent la même chose, hein.
Du coup, ils se retrouvent pris dans les filets, ils essayent d'en sortir, ils n'y arrivent pas, ils se balafrent, les filets coupent comme dans du beurre en fait, et ils finissent en fait par mourir par asphyxie. Les scientifiques appellent ça l'agonie en profondeur. Donc ils ont les vaisseaux capillaires sanguins des poumons qui explosent littéralement. C'est une mort qui peut être extrêmement lente, qui est extrêmement douloureuse. Et ils sont des milliers à mourir chaque année comme ça, au large de nos côtes, pour finalement le poisson qui se retrouve dans nos assiettes. Des poissons aussi familiers que le merlu, le cabillaud, le thon, la lotte. Voilà, c'est des poissons qu'on a tous l'habitude de voir au restaurant, qu'on a tous l'habitude d'acheter en supermarché. Et en fait, le carnage des dauphins, il est directement lié à ça. Et quand on communique sur ce qui se passe avec les dauphins, il y a beaucoup de gens que ça émeut, mais qui vont aller commander un dos de cabillaud au restaurant et qui ne vont pas forcément faire le lien. Et pourtant, vraiment, ça passe par l'assiette. Donc, voilà. Déjà, faire cette connexion-là, tu parlais du lobby de la chasse. Ça se sait moins, mais on a un lobby de la pêche en France qui est extrêmement puissant, qui est omniprésent. La France est un des pires pays pour sa politique des pêches. Et pourtant, nous sommes la 2e surface maritime au monde et nous sommes les seuls à être présents sur tous les océans de la planète. Donc, on a une responsabilité colossale. Et dans le même temps, on fait partie des pires. Dès qu'il y a des propositions de loi pour avancer dans le bon sens au niveau européen, vous pouvez être sûr que la France sera dans le peloton de tête qui essaiera de tout bloquer. Donc voilà, et on a encore cette image d'Épinal du petit pêcheur qui brave les éléments pour nourrir sa famille. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Il y a une chose qui est une aberration, c'est la pêche industrielle, avec ces chalutiers qui font 150 mètres de long. Là, c'est évident. Voilà, il suffit de voir les images et c'est frappant. Mais ce que les gens savent moins, c'est que ce qu'on appelle la petite pêche artisanale fait autant de dégâts que la pêche industrielle. Il y a un exemple, un cas d'école pour ça, c'est la mer Méditerranée, qui est la mer la plus surpêchée au monde. C'est la mer la plus dangereuse pour les mammifères marins et pour les requins. Et 92% des bateaux qui pêchent en Méditerranée sont des petits bateaux de moins de 12 mètres qui font de la pêche locale. Ils n'ont pas eu besoin de navires industriels pour complètement détruire la Méditerranée. Ce qui importe, c'est la méthode de pêche. Et quand vous avez des centaines de petits bateaux dans le golfe de Gascogne, par exemple, qui est la zone habitat des dauphins, qui posent chacun plusieurs dizaines de kilomètres de filets par jour, il faut imaginer ça, ce que ça fait. Hein. C'est à peu près, on a l'équivalent de 45 000 kilomètres de filets qui sont posés chaque 24 heures dans le golfe de Gascogne. C'est le tour de la planète. Et on est en plein dans la zone habitat des dauphins. Donc comment vous voulez qu'il n'y ait pas de carnage? Et on appelle ça des captures accidentelles, puisque les dauphins sont une espèce protégée, en France et en Europe, mais les captures accidentelles sont autorisées. Sauf que si on ne protège pas l'habitat des dauphins et qu'on continue à autoriser les méthodes de pêche qui les capturent par milliers, on ne peut pas parler de protection. Et on ne peut surtout pas parler d'accident. C'est comme si on autorisait les poids lourds à rouler à 150 km/h à la sortie des écoles, il y a des enfants qui se font percuter tous les jours, et ce sont des accidents. Non, c'est pas possible. Et aujourd'hui, là, nous, on est en train de se battre pour, d'une part, pour que la France prenne ses responsabilités. On a réussi à la faire condamner au tribunal administratif le 2 juillet. Bon, elle est condamnée, mais a priori, l'État s'en fout, hein, préfère payer les amendes européennes plutôt que de prendre les mesures et risquer de fâcher les pêcheurs. Et l'Europe a donné jusqu'au 2 octobre à la France pour prendre des mesures. Donc là, il y a un vrai bras de fer qui va se jouer, parce qu'on sait que les comités des pêches sont en train de freiner des 4 fers pour que l'interdiction de pêche spatio-temporelle ne passe pas. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est en gros fermer les pêcheries sur les périodes qui sont les plus à risque, sur les zones où habitent les dauphins. Donc on parle d'une fermeture, pour le plus ambitieux, on parle d'une fermeture de 4 mois, sans report de l'activité. Alors ça, les pêcheurs ne veulent pas en entendre parler. Nous, on demande aussi à ce qu'il y ait le e-monitoring, donc c'est des caméras embarquées qui filment ce qui sort des filets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit non, mais on a un programme d'observateurs, en fait. Il y a des observateurs qui viennent sur les bateaux et qui font les rapports des captures. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune obligation. Donc les patrons de pêche refusent. Dans 90% des cas, ils refusent. Et quand ils acceptent, c'est eux qui décident où et quand ils emmènent les observateurs. Et nous, on a recueilli aussi des témoignages d'observateurs qui nous disent que c'est très compliqué pour eux de travailler sur un bateau avec des pêcheurs qui les considèrent comme des mouchards. Au Canada, la situation a complètement dégénéré parce qu'il y a des observateurs qui ont disparu en mer. Il y a le directeur des pêcheries canadien qui a dû démissionner au mois de juillet à cause de ça. Et donc, nous, en France, en fait, on a une couverture d'observation qui est de moins de 1% des pêcheries.
Et donc forcément, quand on se basait uniquement sur les rapports des observateurs, il n'y avait pas de problème de capture de dauphins. Là où ça a commencé à être embarrassant, c'est quand on a commencé à avoir des centaines de cadavres mutilés qui s'échouaient sur les plages. Donc au début, les pêcheurs ont dit que c'était des dauphins qui étaient malades ou rejetés par les tempêtes. Sauf que bon, pour certains, ça se voit, c'est évident, il y a les traces de lacération des filets. Certains ont le dos qui est enlevé en fait, parce qu'il y a aussi un marché noir de viande de dauphin en France, ça les gens ne le savent pas. Mais c'est une viande qui se consomme par certains pêcheurs, et pas de façon anecdotique, hein, de façon beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Nous, quand on a commencé à toucher un peu le problème du doigt, on s'est dit, bon, bah c'est... un ou deux cas déviants, et en fait pas du tout. On a de plus en plus de témoignages de pêcheurs qui nous parlent de ça, et c'est sur toute la façade atlantique, de Saint-Jean-de-Luz, Sables-d'Olonne, Bretagne. C'est un phénomène qui est largement connu, en tout cas dans le monde de la pêche. Donc ce qui est intéressant par contre, c'est que les pêcheurs parlent de plus en plus, ceux qui ont du mal avec tout ça, puisqu'ils ne valident pas tous ce genre de pratique. Et donc, ils acceptent de témoigner, bon, sous couvert de l'anonymat, hein, parce qu'ils ont peur des représailles. Mais du coup, ça va permettre de mettre le problème à jour. Il y a un sujet là-dessus, justement, qui va passer sur France 2 en septembre ou en octobre dans l'émission d'Hugo Clément. Voilà. Et que dire de plus, vu que j'ai qu'un quart d'heure, je vais aller vers la conclusion. Vraiment, pour nous, là, la question des dauphins, c'est une question prioritaire. Parce que si on n'arrive pas à sauver les dauphins, chez nous, je ne vois pas comment on va sauver l'océan. Et ça va être difficile en plus de dire à la Norvège ou à l'Islande qu'il faut qu'ils arrêtent de harponner leurs baleines, si nous, chez nous, on s'accommode de la mort de milliers de dauphins, dont l'extermination est programmée. Là, l'espèce est menacée, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, on est vraiment dans des taux de capture qui sont absolument affolants, et une industrie de la pêche qui n'assume pas, qui nous parle de répulsifs acoustiques. Alors je vais juste terminer là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui est remis sur la table régulièrement depuis les années 2000. Donc nous, pour clore le débat, on attaque les répulsifs acoustiques devant le Conseil d'État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les répulsifs acoustiques, c'est des engins qui envoient donc, des sons pour repousser les dauphins loin des filets. D'une part, on sait que ça ne marche pas forcément, et ça peut même avoir l'effet inverse. Nous, on a des images avec les chalutiers qui sont équipés de répulsifs acoustiques, qui nous hurlent dessus d'ailleurs, hein, qui nous disent « Regardez, on met le filet au milieu des dauphins ». Oui, bah justement, ça devrait être interdit. Ils mettent le filet au milieu des dauphins et ils disent que grâce à leur répulsif acoustique, il n'y a pas de dauphin dedans. Manque de bol pour eux, quand ils relèvent le filet, il y a un dauphin mort dans le filet. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que là, on est en train de parler de répandre les répulsifs acoustiques sur l'ensemble de la flotte des fileyeurs. Donc c'est des dizaines de milliers de kilomètres de filets avec des répulsifs acoustiques qui sont au-dessus des niveaux de décibels de harcèlement d'espèces protégées, tous les 200 mètres. Donc en gros, c'est créer une vaste zone d'exclusion des dauphins de leur zone de nourrissage. Et ça a été fait ailleurs, et on a vu l'effet que ça a eu. Ça a eu un effet encore plus catastrophique que les captures elles-mêmes. Ce qui est très énervant avec ça, c'est qu'en fait, c'est un leurre qui est utilisé par les comités des pêches et repris par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche comme un perroquet, qui nous explique qu'en fait, voilà, c'est la preuve que les pêcheurs jouent le jeu et essayent de réduire les captures. Et ça n'est qu'une façon de gagner du temps et d'essayer d'empêcher la fermeture des pêcheries, puisque si on veut moins de dauphins capturés, il faut réduire l'effort de pêche. Pour réduire l'effort de pêche, il faut aussi réduire la demande en poissons. Voilà. Sur 150 millions de tonnes qui sont pêchées chaque année, il y a 3 millions de tonnes qui répondent à un besoin de subsistance. Tout le reste, ça n'est que du commercial ou de la pêche illégale. Donc en fait, la majeure partie des gens qui mangent du poisson aujourd'hui pourraient tout à fait s'en passer. Il y a assez de poissons pour ceux qui en ont un besoin vital. C'est notamment les pays en Afrique, avec lesquels on travaille d'ailleurs, pour protéger leurs eaux territoriales, qui sont pillées aussi par les bateaux européens qui nous ramènent le poisson qu'on a dans nos poissonneries. Il n'y a pas assez de poissons pour nourrir 7 milliards d'êtres humains. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir choisir. Donc ça, c'est vraiment notre combat du moment. Du coup, je parle de ça, mais sinon, voilà, on a pas mal de campagnes, notamment en Afrique. On fait un peu de sensibilisation sur la captivité, et on travaille aussi au développement de campagnes en Amérique du Sud, aussi liées à la pêche et au braconnage. Et voilà, et on fait de plus en plus de sensibilisation aussi avec les enfants, puisque les enfants ont cet avantage
par rapport aux adultes, de moins se chercher d'excuses et de comprendre davantage, d'être plus sensible aux enjeux. Voilà, bon, ben, je conclue là-dessus. Merci Lamia. Alors là, on était plutôt sur le côté au niveau des océans. On va repasser sur peut-être quelque chose un peu plus terrestre avec Muriel Arnal, donc, qui est donc présidente et cofondatrice ou fondatrice tout court de One Voice. Et donc c'est une association qui agit en France et dans le monde pour le respect de la vie sous toutes ses formes et qui dénonce l'exploitation animale et ses conséquences. Donc voilà, elle va nous dire voilà, un petit état des lieux de la vie sauvage à ce niveau-là. Bonjour et merci. J'ai mes notes pour ne pas m'envoler comme le dit Lamia. Merci déjà pour cette invitation et pour de nous donner la parole et à travers nous aux animaux, à la nature et aussi à ceux qui les aiment. C'est vrai que la vie sauvage est en danger, absolument. Et j'ai pris l'axe des loisirs parce qu'on peut vraiment changer les choses et changer notre rapport à la nature et le montrer par les loisirs. Donc les cirques, des delphinariums qui touchent, ils impactent les individus eux-mêmes qui sont captifs, mais aussi ceux qui sont dans la nature. Et puis bien entendu la chasse qui a un impact sur la nature autour de nous. Quand des cirques présentent des animaux, il y en a de moins en moins, les 2/3 des cirques n'en présentent plus. Quand ils exploitent ces animaux, on pense aux individus qui sont exploités, mais on oublie que les enfants qui participent au spectacle avec animaux vont être impactés également. C'est-à-dire que ces spectacles ont un effet sur le développement de l'empathie chez les enfants. Or, comme le disait Lamia, on a besoin d'eux comme les acteurs de la préservation à venir et actuels. Et malheureusement, quand ils assistent à des spectacles d'animaux dressés, quand ils assistent à Samba qui mime sa mort, qui est une éléphante, et que tout le monde applaudit et que les adultes trouvent ça normal, eh bien, ils vont penser que c'est normal d'exploiter les animaux et qu'il n'y a pas besoin de les protéger. Je pense au cas de John que nous avons sauvé début juin, qui était un lion mourant, et nous avons pu sauver ses compagnes un mois plus tard. Elles étaient présentées par le dresseur sous le chapiteau, elles ne tenaient pas sur leurs pattes, c'est-à-dire qu'elles s'effondraient. Et les spectateurs riaient, et les enfants avec, qui étaient dans les gradins. On pense aussi à Jumbo qui vit dans un camion 23h30 sur 24. Il est sorti une demi-heure, c'est un hippopotame amphibie. Il est sorti une demi-heure pour être présenté aux enfants et on l'arrose d'un jet d'eau. Et on lui met des tourtes de pain dans la gueule. Voilà ce que les enfants ont comme représentation d'un animal dont l'ancêtre c'est la baleine, dont le milieu c'est l'eau. Jumbo n'a pas accès à l'eau, il vit seul alors que ce sont des animaux qui vivent ensemble et ils vivent sous l'eau. C'est le seul animal par exemple qui a un signal en amphibie, c'est-à-dire qu'il peut communiquer aussi bien sur terre que sous l'eau. Et le bébé hippopotame, quand il tète sa mère, il le tète en apnée. Voilà, donc on voit la différence de message qu'il y a entre l'éducation des enfants au respect et ce qu'on montre dans les cirques. Je terminerai par Baby, une éléphante qui vit 24 heures sur 24 dans un camion et qui est sortie également à de rares occasions et présentée aux enfants de très très près et qui en plus est handicapée d'une patte. Et tout ça doit faire rire et faire rire les adultes et les enfants qui, hélas, n'ont pas les bonnes informations. Les delphinariums aussi mettent la nature en danger. Et ça a été spécifié par les accords Méditerranée à Cobams. Tout à l'heure, Lamia parlait de la Méditerranée. Nous les avons signés. On sait que la captivité des cétacés va avoir un impact sur les animaux dans la nature. D'une part parce que des animaux seront capturés dans certains pays, et d'autre part toujours par rapport à ce problème de l'éducation. Donc aujourd'hui, il est proposé une solution de dauphins robots. Et ils sont plus vrais que nature, ces dauphins. Et ils remplaceraient les dauphins dans les delphinariums et les gens pourraient aller voir des spectacles de dauphins robots.
se pose là la question de notre consommation des loisirs. Parce que si un jour les dauphins robots tombent en panne, on va remettre des dauphins ? Ne faudrait-il pas plutôt apprendre à nos enfants à se divertir d'une autre manière que d'aller dans les gradins d'un delphinarium, que d'aller sous un chapiteau ? Voilà. Et pour ça, il suffit d'un arrêté. C'est-à-dire qu'il suffit que la ministre de l'écologie dise « je modifie les arrêtés que j'ai pris » ou qui ont été pris par mes prédécesseurs, et ça va s'arrêter. Après, il faut accompagner les petits cirques. Nous, ça fait 21 ans qu'on mène cette campagne, ça fait 21 ans qu'on va au ministère et qu'on signale la problématique. Il y a quelques grands cirques encore qui ont beaucoup de chapiteaux, et il y a la majorité des cirques qui détiennent encore aujourd'hui des animaux sauvages sont détenus par des gens dans une pauvreté, dans un dénuement absolu. Il arrive à nos enquêteurs d'aller dans les caravanes et de les aider à remplir leurs papiers parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Le dresseur de John et d'Elion disait à notre enquêtrice, parce que nous avions tenté de les sortir en urgence en direct, sans les autorités, je suis désolée, ne communiquez pas avec moi par SMS, je suis alphabète. Donc vous voyez, c'est vraiment une problématique. Il faut accompagner ces gens à une reconversion et ça sera tout bénéfique. C'est ce que nous avons fait en Inde. En Inde, il y avait une tradition de 400 ans de dressage d'une espèce endémique d'ours, l'ours lipu. Nous avons ouvert des sanctuaires. Nous avons travaillé à communiquer, à former la police, à arrêter les trafiquants avec une cellule anti-braconnage. Mais les gitans musulmans qui étaient vraiment traités moins que des intouchables ont eu droit à une aide, à un prêt pour avoir un métier. Les femmes ont eu une formation, les enfants vont à l'école et tout le monde a une couverture maladie. Parce que quand ils perçaient le museau de l'ours au fer rouge, ils le faisaient pareil. C'est comme ça aussi qu'ils cautérisaient les plaies des enfants. Ils n'avaient aucun accès à des soins. Et ça a fonctionné tellement bien qu'au deuxième jour d'ouverture du sanctuaire, on ne savait plus où mettre les ours. Parce qu'ils venaient et ils avaient compris. Et certains ont été embauchés dans le sanctuaire. Et leur fierté, et tout le monde travaille ensemble, les hindous, les musulmans. Et ça se passe extrêmement bien. Donc c'est possible en France aussi. Il faut pour cela vraiment changer notre mode de consommation et notre rapport à la nature. Et donc j'en viens à la chasse, parce que c'est encore plus visible. Quels sont les termes des chasseurs ? Destruction quand il s'agit des renards, des blaireaux, des loups. Les renards, les blaireaux pour lesquels Bastien Lachaud a fait une proposition de loi extrêmement courageuse qui inclut tous les partis politiques et c'est vraiment... merci. Enfin bon, c'est un rêve, voilà. Et puis, donc, il y a destruction et puis il y a prélèvement. On utilise le terme de prélèvement pour toutes les autres espèces qui sont considérées comme gibier. Je parlais de la vénerie au blaireau. Ce que nos enquêteurs ont filmé, c'est une journée pendant laquelle les chasseurs vont creuser pour trouver les blaireaux, les sortir de leur terrier. Les blaireaux sont de magnifiques bâtisseurs, ce sont des vrais architectes. Ils construisent en permanence toute leur vie, ils tiennent les chambres propres, ils ont même des latrines et ils accueillent les autres espèces dans leur nid quand ils ne les occupent pas. Ces blaireaux-là avaient construit leur nid dans les racines d'un vieux chêne. Eh bien, les chasseurs ont tout déterré et quand ils se sont trouvés face aux racines principales du chêne, ils ont pris leur hache et ils ont coupé. Et une fois leur journée terminée, ils ont balancé les mégots de cigarettes, ils ont rebouché le trou et ils sont partis, entraînant les blaireaux dans la forêt. Voilà le type de destruction que font les premiers écologistes de France. Ils tuent 15 millions d'oiseaux sauvages, des oiseaux qui sont en danger, qui ne dérangent personne, et plus encore d'oiseaux d'élevage. Et pourtant, comme on le répète souvent, suite à la démission de Nicolas Hulot, on a fait un sondage et seulement 19% des Français sont favorables à la chasse. Seulement 19%. 89% des Français pensent que la chasse est interdite dans les réserves naturelles, dans les réserves biologiques. Ça n'est pas le cas. Il faut continuer à informer sur cette problématique. Et si on informe et si on se mobilise, la solution, elle va être simple. Mais c'est quand même une révolution. Mais nous, les ayatollahs, les extrémistes, n'est-ce pas, on va la gagner, cette révolution, parce qu'on a les Français
avec nous, on a les Français derrière nous et on a des politiques courageux qui osent parler aujourd'hui. Et vraiment, merci à vous parce que ça fait un changement énorme. Hein. Moi, depuis petite, je suis face aux chasseurs parce que les bobos qui vivent à la campagne, il y en a beaucoup. Donc, il faut, pour vraiment changer les choses, il faut cesser de considérer les animaux et la nature en fonction du profit qu'on peut en tirer. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France, partout. C'est-à-dire que les chasseurs ne tolèrent que les animaux qui peuvent tuer ou les animaux d'élevage qui peuvent être envoyés à l'abattoir. Tous les autres animaux vont être persécutés et vont être massacrés. Je ne sais pas si j'ai le temps de prendre... on pense aux loups, bien entendu, et là, c'est en train de s'assouplir. Les tirs des loups sont en train de s'assouplir pour pouvoir en tuer encore plus. Bon, on va faire des recours, on a commencé à déposer des recours, mais à chaque fois, il faut aller en justice pour gagner. C'est de la folie. Mais je pense à un petit cheval que peu de personnes connaissent, et à une association qui s'appelle Arten, une petite association qui se bat pour eux. Ce sont les tarpans. Les tarpans, vous les verrez si vous visitez la grotte de Lascaux, parce qu'ils étaient peints par nos ancêtres. Ils existaient déjà à ce moment-là. Eh bien, les tarpans, ce sont des petits chevaux, n'ont pas le droit de vivre dans la nature aujourd'hui en France. Pourquoi ? Parce que les chasseurs ne peuvent pas tirer dessus et on ne peut pas les envoyer à l'abattoir. Donc en fait, l'association ne trouve pas de terrain. Et c'est extrêmement difficile, ils n'ont pas le droit de vivre. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on reconsidère aujourd'hui. Et dans nos loisirs aussi, parce que la nature, elle sait très bien se gérer toute seule. Elle n'a pas besoin d'être gérée par des chasseurs dont l'objectif, c'est de maintenir leur terrain de jeu. Ils sont là pour accomplir leurs loisirs, pour se faire plaisir. C'est comme ça qu'ils gèrent la nature. Et pourtant, la conservation de la nature leur est confiée. Il y a un énorme conflit d'intérêts là, qu'il faut dénoncer, qu'il faut continuer à dénoncer. Nous défendons la forêt pour elle-même, pas pour aller tuer, détruire. Et nous la défendons aussi pour les générations futures. Parce que si on se met à repenser notre mode de consommation des loisirs, on se dira peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin de payer pour passer un dimanche en famille, pour emmener des enfants dehors. Ce n'est pas forcément nécessaire. Et si la nature est en paix, on verra énormément d'animaux, il y aura de l'émerveillement, on éduquera aussi les enfants à l'abnégation, de faire une sortie et de ne pas voir d'animaux ce jour-là. Et on en verra le lendemain. On travaille avec des scientifiques qui défendent les orques qui sont en train de mourir de faim au large des États-Unis, et on se retrouve avec eux sur une petite île. Et il n'y a pas de chasseurs, ou quasiment pas, parce qu'il n'y a quasiment pas d'électeurs de Trump, il faut dire. Ce sont un peu les mêmes, dans cette zone-là en tout cas. Eh bien, quand on sort se promener, c'est très boisé. On croise des renards, on croise des chevreuils, ils n'ont pas peur. On est dans le bed and breakfast, on regarde par la fenêtre, on voit une biche passer avec ses fans sur la route. Et il y a des prédateurs. On a laissé revenir les prédateurs et qui sont protégés. Ce sont les aigles à tête blanche, les pigargues, oui, qui régulent un petit peu tous les animaux qui naissent. Et puis malheureusement, il peut y avoir des accidents de voiture parce qu'ils sont sur la route. Mais emmener des enfants dans cette nature-là, je peux vous dire que c'est un plaisir incroyable, c'est incroyable de voir l'émerveillement. Et il n'y a pas besoin de payer l'entrée d'un delphinarium ou d'un cirque. Il n'y a pas besoin d'avoir un fusil. Il n'y a pas besoin de tuer pour cela. Et c'est ça, c'est mon appel aujourd'hui. Repensons notre mode de consommation des loisirs. Repensons notre rapport à la nature. Merci. Merci Muriel. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Stanislas Broniszewski, qui est donc cofondateur du mouvement AVA, donc Abolissons la vénerie aujourd'hui, et qui est spécialisé donc dans la lutte pour l'abolition de la chasse à courre. Et donc tu as travaillé à plusieurs reprises donc avec Bastien Lachaud justement sur ce sujet-là. Donc j'imagine que tu vas nous parler de ça précisément.
Merci beaucoup. Je tiens à remercier déjà le parti LFI de nous avoir invités pour parler de ces questions très importantes de la vie sauvage et du rôle qu'a de l'écologie dans la politique aujourd'hui, et aussi et surtout la commission conditions animales qui fait un travail quand même essentiel là-dessus. Ça me permet de commencer par dire que je regrette un petit peu la dépolitisation et l'apolitisme qui règne dans les milieux animalistes aujourd'hui, qui font que même si le manque de confiance qu'il peut y avoir dans la classe politique aujourd'hui, ça ne doit pas en fait empêcher les gens de se rendre compte que tout ça, notre rapport à la nature, notre rapport aux animaux, c'est en fait des questions politiques. Disons que l'évolution de la société vis-à-vis de ces questions, ça ne se fera pas par une négociation entre les humains et les animaux qui vont se mettre à discuter télépathiquement. À un moment donné, ce sera des débats démocratiques qui vont se tenir au sein des sociétés humaines, et pour cela, il faut avancer par le biais de la politique. Donc en 2020, ça va passer par le Parlement. Donc je tiens à saluer le travail essentiel qui a été fait par Bastien Lachaud, qui est là, avec cette proposition d'abolition de la chasse à courre en France. Pas que lui, il y a une bonne liste de noms. Et une similaire a été faite aussi par Laurence Rossignol du Parti Socialiste. Donc je tiens à saluer ça déjà. Et il y a ce travail politique qui doit être fait. Mais il y a aussi parallèlement, et en attendant, mais peut-être même le plus important, la mobilisation populaire des gens directement sur le terrain des chasses, sur le terrain de la pêche, sur le terrain de l'exploitation animale. Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne mon sujet, c'est une frange de l'exploitation animale qui n'est pas vraiment productive. Il n'y a pas d'argent qui arrive, qui est créé grâce à la chasse à courre. Au contraire, c'est une dépense folle d'argent. Mais c'est un loisir destructeur, un loisir meurtrier. Et voilà, donc ça en vient là où, à notre initiative, AVA, donc, qui est née en 2016-2017, comment commencer ? Disons que toutes les semaines, dans toutes les grandes forêts domaniales de France, il y a de la chasse à courre. Il y a des gens qui mettent leur plus belle redingote, leur tweed quand c'est l'été, et qui partent traquer des animaux sauvages pour les tuer évidemment à l'arme blanche, enfin de manière rituelle. Je pense que je vais vous épargner tous les détails gore de cette chasse, évidemment. Je pense que la plupart des gens ici sont plus ou moins au courant de ce qui se passe et de ce qui arrive à ces animaux. Mais il n'y a pas seulement ces scènes horribles dont les gens qui habitent les campagnes peuvent être témoins et peuvent rejeter de manière morale. Il y a aussi tout un comportement féodal qui va avec cette chasse à courre et qui fait qu'en fait ça fait partie d'une structure de contrôle social dans la nature, dans les campagnes françaises, et qui révolte aussi beaucoup de gens. Il y a des sondages qui tombent tous les ans, et là, le dernier dit que 79% des habitants des campagnes, des zones rurales, sont opposés à la chasse à courre. Les gens qui eux-mêmes connaissent cette chasse, doivent vivre avec pour aller au boulot, par exemple. On croise un équipage de chasse à courre le samedi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et les gens se font cravacher leur capot de voiture, traités de manants. C'est vraiment des trucs que j'invente pas, qu'on voit, quoi. Donc il y a cette question sociale aussi qui est présente dans la chasse à courre, et qui fait que la mobilisation populaire est vraiment est naturelle, en fait. Parce que partout où il y a de la chasse à courre, il y a une opposition, même de manière sporadique, même de manière élémentaire, par des gens qui ne sont pas organisés souvent. On voit des gens qui sortent en pantoufles devant chez eux, avec une fourche, pour foutre les équipages de chasse à courre dehors. On voit des gens qui klaxonnent, qui font des doigts d'honneur aux chasseurs quand ils passent devant. Toutes les petites méthodes que les gens pensent avoir pour retarder la chasse, ils les utilisent. Et nous, avec AVA, on a commencé comme ça. On s'est dit que pourquoi pas organiser directement le peuple, là où il a besoin de synthétiser ses aspirations, là où il a besoin d'organisation pour changer les choses. Donc on a commencé par récolter des anecdotes de tous les habitants. Moi je viens de Picardie, je suis de Compiègne. On a commencé à récolter des anecdotes de tous les habitants des villages qui, en fait, petit à petit, si c'est leur voisin qui leur demande, pas quelqu'un, un animaliste venu de l'extérieur, un écolo-bobo, mais si ça se passe dans les villages, les gens ont confiance, ils brisent l'omerta petit à petit, et ils nous racontaient des histoires extraordinaires de cerfs qui passent à travers un lycée, la langue pendante, qui crachent du sang, etc. Et donc on a commencé par récupérer toutes ces histoires, donner confiance aux gens en leur propre force. Tous ces gens qui avant faisaient des pétitions entre voisins pour donner au maire et empêcher les veneurs de rentrer en ville. Maintenant, on les a mis en contact tous ensemble. Et à force de faire ce travail, ce type de ligne de masse, en fait, on arrive à créer une vraie résistance organisée. Maintenant, on est présent dans une vingtaine de forêts en France. On a plus ou moins 600 membres qui, après avoir porté cette résistance dans les villages,
ont commencé petit à petit à aller chercher les chasseurs à courre dans les forêts. Maintenant, on a des gens tous les samedis, tous les mercredis. À partir du 15 septembre, là, les chasses vont reprendre. On aura des gens dans une quinzaine de forêts qui courent au milieu des cavaliers, des chiens. Certains prennent sur eux, prennent sur leur responsabilité pour faire entrave à la chasse et pour sauver les animaux. D'autres ne préfèrent pas. Nous, AVA, on ne va pas dire aux gens quoi faire. On a une charte juste qui nous oblige au pacifisme. Mais ça, c'est même pas difficile à imposer aux gens, quoi. Parce que quand on défend la nature, on défend la paix tout simplement. Donc la question ne se pose même pas. Donc voilà, le mouvement qu'on a créé, c'est un vrai mouvement de résistance populaire basé dans les campagnes françaises. On peut appeler ça un type de guérilla un petit peu. Sauf que vraiment, c'est pas avec des gens qu'on aurait imaginé mener une guérilla, quoi. C'est des gens qui sortent en pantoufles, comme je vous dirais, pour repousser les aristocrates. Donc voilà. Et la chasse à courre, je ne suis pas rentré dans les détails de cette chasse, qui est quand même assez trash. Mais je tiens à dire que nous, on ne peut pas utiliser le terme de biodiversité. Je pense que c'est un terme qui n'est pas propre à cette lutte et même qui fait un petit peu de mal à la lutte pour la nature et pour les animaux en général, parce que ça me semble être un terme un peu comptable qui implique une gestion humaine, alors que, disons que, prenons l'exemple par exemple du cerf. Les équipages de chasse à courre et les autres chasseurs en général tuent des cerfs en masse et jusqu'à même extinction dans certaines forêts. Mais après, c'est eux-mêmes qui vont en réinsérer pour pouvoir les tuer, etc. etc. Et donc, grâce à eux, grâce au fait qu'ils élèvent des faisans aussi pour les tirer, les autres chasseurs, la biodiversité serait respectée. Donc en fait, nous, on est plutôt sur une question de défense de la nature en soi. On ne va pas commencer à gérer et à dire « bon, il n'y a plus de cerfs, il faut en remettre ». C'est pas la nature se gère toute seule. Nous, on est là pour empêcher, pour faire barrage entre les classes dominantes destructrices aujourd'hui et la nature. Disons qu'on fait une sorte de barrage populaire entre les deux. On fait de notre mieux en tout cas. Donc voilà idéologiquement comment on se positionne. Je pense que je ne vais pas tenir 15 minutes, parce que voilà, je pourrais dire 1000 choses sur la chasse à courre, mais il y a quelque chose qui me semble important aussi. C'est que il y a une question centrale pour ceux qui veulent appréhender vraiment l'écologie et le rôle qu'on peut avoir pour la défense de la nature en général. C'est, aujourd'hui en tout cas, c'est la contradiction qu'il y a dans le développement de nos sociétés entre la ville et la campagne, entre les zones rurales et les zones urbaines. Par exemple, j'aurais parlé de l'étalement, par exemple, urbain, etc. Et ça, c'est une question de société qu'il faut, qu'on peut résoudre, enfin, qu'on peut appréhender par deux biais. Soit celui des chasseurs, ceux qui mettent en ce moment, c'est-à-dire ils mettent beaucoup en avant le terme de ruralité, ils en font en fait une lutte identitaire entre deux populations, les ruraux, authentiques, avec les vraies valeurs de la France, selon l'adage de Pétain, la terre ne ment pas. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils essaient de mettre en place en ce moment, c'est une ligne pour opposer aux écolos, bobos, gauchos, en fait tout ce qui finit en haut et tout ce qui ne tue pas d'animaux, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui divise la population et pour cacher un peu les intérêts de l'exploitation animale. Alors il y a une autre façon de voir ça. C'est une vision de classe en fait. C'est qu'on peut voir que c'est la deuxième vision qui permettrait de trouver une option démocratique à ça. C'est que c'est pas les habitants qui habitent, même les néo-ruraux, qui habitent dans les lotissements aujourd'hui, qui vont à Carrefour, dans les grands centres commerciaux, qui sont responsables de l'étalement urbain. C'est pas ces gens-là qui sont responsables de la création des centres commerciaux comme Europa One, qui va faire des pistes de ski en banlieue parisienne. Ces gens-là sont en fait victimes de tout ça. Ils voudraient bien être libérés de tout ça. Si les gens quittent les villes pour aller à la campagne, maintenant, tous les ouvriers habitent quasiment dans les zones périurbaines. C'est que justement, ils n'ont plus les moyens d'habiter en ville. Ils sont repoussés par la société capitaliste. Donc, ce n'est pas eux qui sont responsables de la destruction de la nature et du grignotement de la société. Et eux, justement, on a des moyens de les mobiliser directement dans leur vie quotidienne pour faire barrage à cette destruction. Donc, nous, AVA, on est un petit peu là-dedans, à notre petite échelle. Nous, on n'est pas opposés, AVA en tout cas, à la destruction productrice, par exemple, comme c'est de l'exploitation animale, de l'élevage, etc. Nous, on s'oppose aux loisirs destructeurs des classes dominantes, même pas actuelles. Là, avec Macron, on parle beaucoup de nouveau monde et d'ancien monde. Là, la chasse à courre, on est dans ancien monde. On est dans le monde de 1788. Et je ne veux pas rentrer dans les détails historiques français, mais le 19e siècle a fait que il y a eu des restaurations, des révolutions, ce qui fait que l'aristocratie a pu se maintenir dans certaines strates de la société et qu'ils ont encore une certaine influence. Par exemple, ils se vantent d'avoir une certaine influence parmi les officiers de l'armée ou par exemple à l'Académie française. Je vois ça sur le site Association de la noblesse française. Et ils revendiquent la paternité de la chasse à courre. Donc maintenant, les gens
il y a une vraie question sociale, il y a une vraie question démocratique dans la lutte contre la chasse à courre qu'on porte. Il ne faut pas non plus nier cette question. Je sais que les veneurs essaient de dire « Ah, regardez, vous n'êtes pas là pour les animaux, vous êtes là pour la lutte des classes ». Pour comprendre toutes ces questions, il faut appréhender la question de la lutte des classes. Sinon, on n'arrivera pas à débloquer les choses. On va se retrouver dans une opposition entre quelqu'un qui vient d'arriver dans le village et quelqu'un qui est là depuis 30 ans. C'est une opposition qui n'a aucun sens et que les chasseurs essaient de pousser pour diviser les gens. Donc voilà, nous, on essaie d'unir le peuple, tout simplement, contre ces élites qui détruisent la nature. Donc voilà, nous, Ava, c'est un petit peu ça. Et c'est aussi, en un sens, c'est notre action, c'est un petit peu l'empathie qu'on a tous au fond de nous et qui doit nous pousser en avant vers le progrès, vers la civilisation. Parce qu'en fait, il faut bien voir que ces gens qui habitent, tous les ouvriers, les employés qui habitent dans ces nouveaux lotissements-là, finalement, quand ils sont opposés à la chasse à courre, parce qu'ils se font cravacher, ils se font envahir dans leur jardin. Les chasseurs à courre viennent tuer des animaux dans le jardin des gens, dans les rues des villages. Ces gens, en fait, se retrouvent en première ligne et matériellement, par leurs besoins personnels, c'est eux qui portent la civilisation, en fait. C'est eux qui portent le progrès et il faut leur donner toutes les clés en main pour qu'ils arrivent à mener au bout toutes leurs aspirations. Donc voilà, grosso modo, ce qui sous-tend notre lutte. Donc voilà, notre action, c'est l'empathie, c'est la science aussi qui nous porte aussi un peu et c'est une question démocratique et c'est aussi porter la peur sous les fenêtres des classes dominantes. Voilà, il y a une fonction sociale aussi à notre mouvement contre la chasse à courre qu'il ne faut pas nier. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci Stanislas. Alors pour conclure ce tour de parole, donc on va passer à Bastien Lachaud, qui est donc député de la France Insoumise, qui est également membre du groupe Conditions animales de l'Assemblée nationale et auteur donc de nombreuses questions au gouvernement et de propositions de loi comme celle que Stanislas vient de montrer il y a quelques instants. Il est également auteur d'un livre avec Lucie Kirchner qu'ils ont écrit pendant le confinement qui s'appelle « Faire face au Covid-19 » et qui met aussi en lien les questions de déforestation et de vie sauvage avec la crise sanitaire actuelle. Donc si vous êtes intéressés, il est en vente sur le village associatif, donc n'hésitez pas. Et pour le petit détail, Bastien est aussi classé premier sur l'ensemble des 577 députés qui s'engagent le plus sur la question animale sur l'ensemble de la France. Merci, merci Galia. Je vais continuer ce que disait Stan. Un mot, lobbycratie. C'est un petit peu l'impression du régime dans lequel nous vivons. Nous ne sommes plus dans une démocratie, mais dans une véritable lobbycratie où ce sont les lobbies qui font la loi. Le lobby de la pêche, ça a été dit, le lobby de la chasse, le lobby de l'élevage. C'est en permanence, leurs intérêts qui prédominent en lieu et place de l'intérêt général. Et les institutions de la Ve République favorisent cette puissance des lobbies, car Willy Schrein n'arrête pas de le dire, il suffit d'avoir le numéro de téléphone du président de la République pour pouvoir obtenir gain de cause sur tout. Willy Schrein, le chef des meilleurs écologistes de France, là, les chasseurs, celui qui explique que je devrais perdre mon mandat parce que je soutiens le référendum d'initiative populaire parlementaire, sur les droits des animaux. Donc on voit bien que la question de la préservation de la biodiversité, qui est fondamentale pour la survie de l'humanité, passe aujourd'hui par une réappropriation démocratique du pouvoir dans notre pays. La constituante, la 6e République, sont des éléments centraux, essentiels, pour que le peuple qui est majoritairement contre la chasse, contre la corrida, qui est majoritairement pour une amélioration de la condition animale, eh bien cette constituante, elle est indispensable pour que le peuple reprenne le pouvoir. Il n'est pas possible aujourd'hui de concevoir une amélioration de la condition de vie des animaux pour une préservation de la biodiversité, pour que nous en finissions avec ces pratiques archaïques, barbares, telles que la chasse à courre, sans une réappropriation des institutions de la République par le peuple. Et on voit à quel point le pouvoir est aux mains des lobbies quand on voit la facilité avec laquelle
le gouvernement accepte de désobéir aux institutions européennes sur les questions de la pêche, de la chasse. Ah, quand il s'agit du droit du travail, quand il s'agit de la démocratie, ah ben non, l'Europe a dit, donc nous devons appliquer à la lettre. Hein, il ne faut pas dépasser le déficit de 3%. Mais par contre, quand il s'agit des palombes, quand il s'agit des espèces d'oiseaux protégés, oh allez, 15 000 de plus, qu'est-ce que c'est à l'année? Donc on voit bien là que déjà, quand on veut désobéir à l'Europe, on peut, et que en effet, on est prêt à payer les amendes quand il s'agit de faire plaisir aux chasseurs et aux pêcheurs, mais quand il s'agit des salariés, là, non, ce n'est pas possible. Donc oui, on peut désobéir à l'Europe, oui, il faut désobéir à ces traités, mais pas sur ces sujets-là. Et donc c'est clairement, en effet, un nouveau champ de la lutte de classe. C'est-à-dire que nous avons des dominants, une oligarchie qui se gave. Alors, dans leurs loisirs, par le biais de la chasse à course, c'est ce qui est le plus visible, mais également dans le cadre de l'élevage des grands éleveurs, ou pire, de la grande distribution qui exploite les éleveurs et qui les fait crever à la tâche tout en les exploitant et en maltraitant les animaux. Et il en va de même de la pêche, il en va de même des loisirs et notamment des grands delphinariums. Et donc, c'est bien un nouveau champ de la lutte des classes où le peuple lutte non même plus là simplement pour sa survie quotidienne et sa capacité à restaurer sa force de travail, mais clairement avec la question écologique qui survient, qui se bat pour la survie collective de l'humanité. Et donc c'est bien la notion d'intérêt général humain que nous voyons apparaître sur ces questions de défense de la biodiversité, sur la défense de la biodiversité. Et cette lutte des classes, typiquement, c'est drôle que tu aies abordé l'association pour la noblesse française. Alors c'est une association qui vise essentiellement à venir en aide à la noblesse désargentée. Et pour pouvoir être membre de cette association, il faut pouvoir justifier, je ne sais plus si c'est 4 ou 4 quartiers de noblesse au minimum. Et on ne peut être adhéré que si l'on est parrainé. Eh bien, cette association, depuis un décret de 1961, bénéficie du statut de reconnaissance d'utilité publique. Et donc, tous les dons faits à cette association bénéficient d'une exonération fiscale de plus de 60%. Et ça va faire maintenant plus d'un an et demi, que j'ai posé une question au ministre de l'Intérieur pour lui demander « Mais en quoi cette association est-elle d'utilité publique et quand allez-vous retirer cette reconnaissance et donc ce bénéfice fiscal ?» Eh bien, depuis plus d'un an, cette question n'a reçu aucune réponse. Alors que normalement, le gouvernement est tenu d'y répondre dans les 2 mois. Donc on a bien là la démonstration que tous ces gens se tiennent entre eux, l'ancien monde pré-révolutionnaire de l'ancien régime, la bourgeoisie capitalistique et les financiers tels que Macron aujourd'hui. Et donc on a bien là la démonstration de cette oligarchie qui opprime 99% de la population et qui détruit la planète, qui détruit les conditions objectives d'existence de l'humanité. Et cette destruction objective de l'existence de l'humanité, la crise du Covid le démontre parfaitement. Pourquoi ce pauvre pangolin est-il responsable de tous nos maux? Tout simplement parce que nous avons détruit l'écosystème dans lequel il vivait. Nous sommes rapprochés de ces espèces qui devraient vivre dans un monde sauvage, etc. Et donc, plus nous détruisons leur écosystème, plus nous les mangeons en les mettant sur des marchés où ils restent vivants et donc où ils peuvent nous transmettre leur maladie, et bien plus nous créons les conditions d'épidémies liées aux animaux et de pandémies. Aujourd'hui, la plupart
des épidémies naissent en Asie, justement le lieu où ces écosystèmes sont le plus détruits et où les liens, les proximités avec la vie sauvage sont les plus proches. Donc on a bien là la démonstration absolue que la préservation de l'habitat sauvage, la préservation de la biodiversité mettent en péril, s'ils ne sont pas respectés, l'existence même de l'humanité. Et donc, aujourd'hui, lutter pour la préservation de la biodiversité, pour la préservation de cet habitat sauvage que tu as si parfaitement décrit et l'émerveillement qu'il pourrait susciter chez nos enfants s'il était préservé, eh bien, cela est une condition de la survie de l'humanité et c'est d'une certaine manière un nouveau champ de la lutte des classes qui s'ouvre devant nous. Et donc oui, je te rejoins Stan, la lutte pour la condition animale, pour le respect des animaux, de leur habitat et de leur écosystème qui contribue à l'existence même de l'écosystème qui permet la vie humaine sur Terre, c'est éminemment politique et c'est pour ça que ce débat a toute sa place dans ces amphis et c'est pour ça que le combat que nous menons avec l'ensemble des députés de la France Insoumise et d'autres, quand nous arrivons à les convaincre de rejoindre nos propositions de loi, eh bien, tous ces combats contribuent à cette prise de conscience politique que nous devons agir pour préserver l'humanité. Et je conclurai sur la mer. Sur la mer, une nouvelle frontière de l'humanité, ce territoire que nous connaissons encore moins bien quasiment que l'espace, et qui pourtant est si proche de nous et si indispensable à la vie. Lamia l'a parfaitement décrit. La France doit être exemplaire. La France doit, par sa responsabilité en étant le deuxième territoire maritime au monde, eh bien, nous devons faire de cette position une richesse en préservant les ressources halieutiques, en préservant la mer de toute ingérence humaine destructrice, prédatrice, et au contraire en faire un lieu de développement harmonieux avec la nature, de recherche, de découverte, de culture, plutôt qu'un lieu de prédation et de destruction. Voilà en quelques mots comment nous voyons ce combat pour sauver l'écosystème, parce que sauver les animaux, c'est également sauver l'humanité tout entière. Voilà, je vous remercie. Merci Bastien, donc merci à vous quatre. Donc on va passer un petit temps de questions-réponses, d'échange avec le public. Donc Trey, si tu veux faire passer un des deux micros. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Alors, première question, au niveau du gaspillage alimentaire, au niveau de la pêche, est-ce que vous avez des données là-dessus, donc par rapport aux invendus? C'est clair? Okay. Deuxième question, c'est par rapport aux poissons aussi. Il y a quelques années, j'avais entendu que donc, certaines espèces étaient effectivement très menacées, ce qui entraînait un déséquilibre dans toute la chaîne alimentaire. Et j'avais entendu dire que nous, en tant que consommateurs, on pouvait être à peu près responsable si on mangeait, par exemple, du maquereau ou des sardines. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Troisième question, j'ai besoin d'un petit peu d'espoir. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des endroits protégés où la biodiversité revient, que ce soit dans la mer ou dans les campagnes? Merci. Tu prends deux en même temps? Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'ai la première question. Première question, c'est pour faire adhérer le peuple dans sa diversité à ses idéaux, comment on peut faire pour ne pas qu'il y ait des clivages dans la société,
des gens qui sont, par exemple, qui aiment la corrida, par exemple, qui ont peut-être des pratiques aussi religieuses pour l'abattage, etc. Comment faire en sorte pour faire adhérer ces gens à ces idées-là? Et une deuxième question, c'est plus politique pour Bastien cette fois-ci. Comment vous êtes organisé au niveau de la France Insoumise, au niveau parlementaire? Et est-ce que ces questions, vous dites spécialisées dans la question peut-être animale, j'ai entendu beaucoup, est-ce que vous ne sentez pas que vous négligez d'autres questions, ou c'est plus au niveau de la France Insoumise, vous êtes organisé de telle sorte? Oui. Désolé. Donc j'ai dit, comment vous organisez au niveau de la France Insoumise, au niveau parlementaire, pour se partager des idées ou des sujets à amener au débat national? Et est-ce que vous ne sentez pas que vous, personnellement, vous négligez peut-être d'autres questions sociales, peut-être, au détriment de ces questions-là? Merci. Merci beaucoup. Je me situe rapidement. Je fais partie des livrets agriculture et planification écologique de la France Insoumise et je travaille pour une association de protection de la nature du réseau France Nature Environnement. Je tiens à dire que vraiment je soutiens complètement tous les combats qui ont été présentés aujourd'hui. Vraiment, vous faites vraiment du super boulot. Mais par contre, le titre de la conférence, c'était « Comment sauver l'écosystème ?» Et j'ai l'impression qu'en fait, autant sur l'écosystème océanique, on a abordé quelques vraies pistes de solutions, autant sur l'écosystème terrestre, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas vraiment suffisant. Et je me demandais peut-être pourquoi il n'y avait pas une diversité d'intervenants un petit peu plus large, y compris peut-être du réseau France Nature Environnement. Qu'est-ce qui explique ça ? Et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour aborder ces questions-là et avancer sur ces questions-là qui sont quand même, on le sait, assez clivantes autour de la question de l'agriculture, de l'élevage. C'est vrai que nous, typiquement, on défend plutôt le maintien de la diversité génétique actuelle au maximum, même si effectivement ça peut paraître un peu comptable, parce qu'on pense que face au chaos climatique, c'est ça qui peut permettre à la biodiversité d'avoir la meilleure chance de surmonter cette crise-là. Donc il y a des vrais débats de fond à avoir et je trouve ça un peu frustrant en fait qu'on puisse pas, qu'il n'y ait pas une diversité d'acteurs peut-être suffisante pour pouvoir les avoir ici. Merci beaucoup. Encore une dernière. Oui, bonjour. Alors, ce serait plutôt une question à Muriel Arnal ou à Bastien Lachaud. Je viens d'une petite ville normande qui, tous les ans, accueille un cirque avec des animaux. À Fécamp, cette année, on a 2 petits lions qui sont nés. Ça a fait la une des journaux et tout ça. Et on a une maire à Fécamp qui a été reconduite, une maire LR, qui a pris des mesures, un arrêté municipal, pour interdire la venue de cirques présentant des animaux, ainsi que lors des fêtes foraines où il y a des manèges avec des chiens, non, des poneys. Et visiblement, l'arrêté n'a pas été ou a été suspendu par la préfecture, ou la préfecture a fait annuler cet arrêté. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez des pistes pour qu'on puisse peut-être soit aider lors de concertations citoyennes, la mairie à poursuivre cet arrêté, enfin essayer de le reposer, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des pistes à nous donner? Voilà. Du coup, sur la question du gaspillage, en fait, ouais, il y a sans doute du gaspillage de ce qui est débarqué, ça c'est vrai. Mais c'est surtout le problème, c'est surtout ce qu'on appelle pudiquement des captures accessoires.
Donc tout ce qui est capturé dans le filet et qui n'est pas commercialisable, qui n'a pas un intérêt commercial suffisant et qui est du coup rejeté à la mer. Et ça, en fait, c'est très difficile de l'estimer parce que même si l'Europe impose depuis janvier de l'année dernière que les pêcheurs ramènent à quai leur capture non ciblée, en fait, ils s'en foutent complètement, ils le font pas et évidemment, le gouvernement les laisse faire. Donc en fait, c'est difficile d'estimer ça. On a des rapports d'observateurs qui parlent de captures qui peuvent aller dans les pires des cas jusqu'à 30%. C'est des millions. Alors, en fait, ce qui est problématique, c'est qu'on parle en tonnes. Alors, ce sont des individus, mais on parle en tonnes, donc, mais c'est des millions de tonnes. Et ça, c'est directement lié à la non-sélectivité des engins de pêche. Mais ça ramène aussi aux dauphins qui font partie de tout ça, mais qui sont du coup, eux, rejetés à la mer parce qu'on ne les ramène pas sur les étals des poissonneries. Et d'ailleurs, je vais donner comme exemple le requin. Le requin renard à gros yeux, par exemple, qui est une espèce protégée, interdite de capture, que les pêcheurs capturent par milliers parce qu'ils sont dans leur zone habitat, avec leur filet de pêche, et qui en fait sont autorisés à la vente en cas de capture accidentelle. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des requins renards en promotion à Intermarché ou dans des petites poissonneries, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que les gros qui font du tort, il y a aussi les petits qui n'ont pas d'éthique et qui s'en fichent. Et il y a même certains restaurateurs qui se vantent et qui font la promotion du fait que on a un requin renard, venez en déguster. Donc nous, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent on les aligne là-dessus, parce qu'on ne peut pas se cacher derrière le fait que il a été capturé accidentellement, donc il ne faut pas gâcher. À partir du moment où on autorise la commercialisation d'une espèce protégée, on ouvre la porte au trafic, et même si le requin il est encore vivant dans le filet, le pêcheur, pour le coup, il est tenté de le ramener. Donc gaspillage est là, même si j'aime pas le terme de gaspillage parce qu'on n'est pas en train de parler de marchandises. Et ça ramène aussi à notre façon de considérer les animaux marins, qu'on fixe des quotas en tonnes, par exemple. Même les dauphins sont considérés comme un stock. On estime que le stock de dauphins dans le golfe de Gascogne est à peu près de 180 000 individus. Et sur la question de manger des sardines, certaines espèces qui seraient moins problématiques, en fait, il y a une équation qui est insoluble, c'est qu'on est trop nombreux. Et donc, même si on avait tous une conscience écologique et qu'on se disait, moi je veux diminuer mon impact, et qu'on avait donc une liste verte de poissons, par exemple, et demain matin, cette liste, elle passe au rouge, parce qu'on est trop nombreux. Et un exemple très clair là-dessus, c'est l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande 2 portions de poissons par semaine et par habitant. Alors ça peut sembler raisonnable, en fait c'est juste démentiel. Appliqué à l'humanité, c'est 2 fois plus que l'océan contient en poissons. C'est juste pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la pêche de subsistance, qui est à mon sens la seule qui soit légitime à l'heure actuelle, à cause du nombre qu'on a atteint. Et vous disiez aussi l'effondrement en cascade, quand il y a des espèces qui disparaissent, du coup on se retrouve... C'est ça, hein. Oui. Voilà, c'est des espèces clés de voûte. Ah oui, alors ça c'est complètement aberrant. En fait, le maquereau, c'est une espèce proie qui sert de ressource alimentaire aux espèces prédatrices. Et en fait, quand on extermine les espèces prédatrices, on a un effondrement en cascade. Les sardines sont au régime alimentaire des dauphins. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des concentrations de bateaux de pêche et de dauphins aux mêmes endroits. Et si la pêche tue les dauphins, le fait de les affamer les tue aussi. Et du coup, en fait, on est dans une situation qui se détériore parce qu'il y a de moins en moins de poissons. Donc les bancs sont de plus en plus restreints. Et donc forcément, on a des interactions entre les pêcheurs et les dauphins qui sont de plus en plus importantes. Voilà. Là où les gens ont parfois du mal à comprendre, même les pêcheurs eux-mêmes qui disent connaître la mer, ils se disent les dauphins et les requins par exemple sont des prédateurs, ils n'ont pas d'autres prédateurs, donc à la limite si on tape dedans c'est moins grave. Sauf qu'en fait non, c'est plus grave parce que contrairement aux sardines justement ou aux maquereaux qui sont des espèces proies qui vont pondre des millions d'œufs parce que le taux de mortalité est très important, qui vont se reproduire extrêmement vite et beaucoup pour compenser ça. C'est le résultat d'une évolution de millions d'années. Les dauphins, les requins, eux, sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont des top prédateurs. Donc, ils n'ont pas prévu le coup, eux. On en a fait des proies.
Mais dans l'écosystème marin, ce ne sont pas censés être des proies. Et donc, ils ne sont absolument pas adaptés à la mortalité qu'on leur impose. Et donc, ils sont encore plus vulnérables. Parce que le temps de gestation d'un dauphin est extrêmement long. Ils ont très peu de petits. Forcément, ils ne sont pas censés mourir dans ces proportions-là. Et c'est ce qui fait que, en fait, ils sont encore plus vulnérables que les espèces proies. Mais donc, il y a des problèmes à tous les niveaux. Et chaque niveau a son problème. Et donc, se focaliser sur les espèces de poissons fourrage, donc comme les sardines, les anchois, etc., c'est aussi problématique parce que ça entraîne de toute façon des captures de prédateurs. Et en fait, en l'occurrence, là, ce qu'on voit le plus, c'est l'impact sur la mégafaune. C'est-à-dire qu'au niveau des pêcheries, il y a certains pêcheurs qui vont nous dire, pour parler de la note d'espoir que vous demandiez, qui vont nous dire que voilà, quand on lève le pied sur une certaine pêcherie, en fait, ça va mieux. Donc, ils vont donner des exemples très ciblés d'endroits où ça va mieux. Globalement, ça ne va pas mieux. Globalement, ça s'effondre. Mais il y a des endroits où ça va mieux. Le problème, c'est que même si ça va mieux sur les espèces proies, ça ne va pas mieux sur les top prédateurs. Pour les dauphins, les effectifs sont en effondrement. Parce que même si on a mieux ménagé les pêcheries sur les espèces proies, ça ne veut pas dire qu'on a revu les méthodes de sélectivité des engins de pêche. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et encore une fois, pour en revenir à la solution, ça reviendrait en fait à réduire de à peu près 90% l'effort de pêche. Il y a des méthodes de pêche qui sont sélectives, mais ça veut dire pêcher beaucoup moins, très clairement, éviter certaines zones. Et donc, on n'est pas du tout en mesure de répondre à la demande actuelle en poisson avec des méthodes de pêche qui seraient sélectives et durables. Donc, c'est moins 90%. Donc, c'est revoir complètement ce qu'on met dans notre assiette. Voilà, et je crois que c'est tout. Et si pour l'espoir, je sais pas, franchement, moi j'ai pas forcément d'espoir. Ça dépend des jours en fait. Quand je suis sortie en mer là, sur la dernière patrouille en Bretagne, 5 minutes sur le bateau et les dauphins étaient là. Et ça c'est génial, ça donne de l'espoir justement, parce que je venais de me prendre une salve d'images de dauphins dépecés. Donc ça donne de l'espoir et ça motive. On se dit qu'ils sont encore là, qu'il est encore temps. Et dans le même temps, après, on va voir que, merde, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il meure. La situation continue à se détériorer malgré le fait qu'on tire la sonnette d'alarme. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément... parce que l'espoir peut être trompeur aussi. Et peut finalement se dire qu'il n'est pas trop tard et donc on aura toujours le temps. Je pense qu'il faut se déconnecter de ça. L'important, c'est qu'est-ce qu'il est juste de faire, à quoi on a envie de participer. Est-ce qu'on a envie de faire partie du problème ou faire partie de la solution ? Et finalement, advienne que pourra, ce qui fait qu'on n'aura pas de regrets, c'est qu'on aura fait ce qui nous a semblé juste, de façon déconnectée du résultat. Sinon, c'est trop aléatoire. Et je pense que le pessimisme, comme l'excès d'optimisme, peuvent être des prétextes à l'inaction. Or, ce qu'il faut, c'est agir, indépendamment du résultat. Moi, je vais juste répondre rapidement à la question qui m'était plutôt adressée sur l'organisation de la conférence. Donc, effectivement, le titre, donc Vie sauvage en danger, comment sauver l'écosystème. Alors, dans l'introduction, je l'ai un petit peu pondéré, le titre, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était plutôt dresser une esquisse de schéma sur comment y aller, parce que on ne va pas, avec une table ronde d'1h30, trouver les solutions sur comment sauver l'écosystème. Je pense que ce serait compliqué. Donc, on a fait un certain choix d'intervenants. Il y a aussi des intervenants passionnants qui n'ont pas pu venir par rapport à cette date au mois d'août. Je pense que c'est le cas pour toutes les conférences également. Et donc, voilà, en tout cas, je pense que c'est déjà un panorama complet et intéressant qui a pu être fait aujourd'hui. Et en tout cas, c'est un début, c'est-à-dire que c'est qu'une ébauche. Il est évident que c'est un problème extrêmement urgent, que la planification écologique, c'est vraiment au cœur de la France insoumise, et que c'est des questions sur lesquelles il va falloir qu'on travaille de manière très urgente, et ça va être le début aussi et l'amorce d'auditions programmatiques et d'auditions d'associations ou de personnes très engagées sur ces sujets. Donc voilà, aujourd'hui, on a une esquisse, et puis on va finir par augmenter tout ça au fur et à mesure et avec toutes les personnes concernées, les uns et les autres. Voilà. Je souhaiterais ajouter, parce que nous travaillons avec les meilleurs scientifiques, par exemple pour les cétacés, pour chaque animal de cirque,
on travaille avec les meilleurs scientifiques, les spécialistes de l'espèce qui font des attestations, qui font des rapports. Mais aujourd'hui, je pense que les solutions pour la biodiversité, c'est de comprendre la valeur intrinsèque de la nature, la valeur intrinsèque des animaux, des arbres, et de comprendre que notre comportement individuel à chacun de nous peut changer. Et pour cela, il faut toucher le cœur des gens, parce qu'on peut mettre une salle pleine de scientifiques, les rapports, on nous les rabâche toute la journée, ça ne change rien. Si on ne touche pas le cœur des gens, si les gens ne voient pas qui sont les êtres que nous défendons, quels sont leurs modes de vie, qu'ils ont des désirs, qu'ils ont des joies, qu'ils ont aussi envie de vivre et qu'ils n'ont pas envie de mourir, on n'y arrivera pas. Si on ne touche pas les cœurs des gens, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, c'est le message, moi, que je suis venue porter. Et encore une fois, le message des scientifiques qui vont calculer, ah ben telle espèce, on peut mettre tel animal comme ça, et puis on va protéger, mais on n'en est plus là. Là, aujourd'hui, il faut cette révolution. Et vous qui portez des valeurs d'empathie, des valeurs de partage, vous pouvez la porter, cette révolution-là. C'est pour ça qu'on est là. Merci. Moi, je peux me permettre de répondre en partie à la question de monsieur sur les espaces protégés. Je suis assez proche du micro, là, parce que je sais qu'il y a des... Ouais. En fait, il y a l'Aspace, là, qui achète des terrains en France. Donc là, récemment, ils ont acheté une zone de 700 hectares dans le Vercors, où la vie sauvage est sanctuarisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chasse, il n'y a pas d'élevage, et ils limitent vraiment les interactions humaines avec des scientifiques, ou vraiment des promenades guidées avec des informations pour éviter d'impacter la vie, en fait. Donc il y a quelques endroits comme ça. Évidemment, ce n'est pas une solution générale, on ne pourra pas racheter toute la France et toutes les forêts françaises, mais c'est déjà quelque chose qui permet en fait, d'avoir des lieux où on peut expérimenter sans la chasse. On peut expérimenter de voir comment la nature se développe toute seule, en fait, sans interaction humaine. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est bizarre de dire des laboratoires, mais c'est en fait des laboratoires sans humains, quoi. Donc c'est vraiment des expériences très intéressantes qui sont menées là-dessus. On espère que ça va se développer. Mais hier, je crois, il y avait une manifestation d'une unité de chasseurs et d'éleveurs, justement devant le local de l'Aspace, pour protester contre cette nature sous cloche, ils appellent ça, parce qu'eux estiment que sans l'humain, tout va s'effondrer. Voilà, peut-être qu'ils pensent que c'est le manque d'humains qui a causé l'effondrement des dinosaures, je ne sais pas, je vais leur poser la question. Mais voilà, en tout cas, il existe l'Aspace qui fait ça. Moi, je veux bien répondre sur une des questions que vous posiez, notamment par rapport à l'abattage rituel, sur le fait que comment est-ce qu'on mettait les gens d'accord là-dessus. En fait, moi, je me suis intéressée à l'abattage rituel. Bon, je suis pas pratiquante musulmane, mais j'ai grandi vraiment dans une famille qui pratiquait. Et pourtant, je m'étais jamais trop intéressée à la question du halal. Je m'y suis intéressée le jour où les Japonais ont lancé la viande de baleine halal. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché musulman pour la viande de baleine au Japon, enfin en tout cas un marché qu'ils draguaient. Et donc là, je me suis vraiment intéressée à ce qu'est le halal, en fait. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, quasiment 100% de la viande qu'on nous présente comme étant halal ne l'est pas. Elle ne respecte pas en fait les critères du halal. Parce que pour qu'elle soit halal, il faut que je vous donne quelques exemples. Il faut que l'animal soit placé dans la direction de la Mecque. Il faut que la personne qui tue l'animal soit à jour de ses ablutions et de ses prières. Il faut qu'il regarde l'animal dans les yeux pendant que la vie s'enlève de lui, s'échappe. Il y a d'autres critères comme ça qui sont faits, et dans les textes c'est bien écrit, qui sont faits pour diminuer drastiquement le nombre d'animaux que l'on tue. Et donc c'est complètement incompatible avec l'abattage industriel. Enfin, ce qu'on voit dans les abattoirs et qu'on appelle abattage halal, c'est tout sauf du halal. Et je pense qu'il faudrait que les responsables religieux communiquent davantage là-dessus, sur le fait qu'en fait, tous les arguments sont bons, mais celui-ci en est un. On trompe les musulmans quand on leur dit que l'animal qui a été tué dans l'abattoir du coin qui fait du halal, il ne mange pas une viande qui est halal. C'est faux. Donc voilà, donc il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et là, ça rejoint aussi, finalement, ça réconcilie en quelque sorte l'idée qu'il y avait derrière le halal et la protection animale, puisque
En fait, l'objectif, c'est vraiment, d'une part, de causer le moins de souffrance possible et surtout de tuer beaucoup, beaucoup moins d'animaux. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut communiquer davantage aux musulmans. Peut-être sur la question sur le partage des sujets et si traiter de la question animale ne m'empêche pas de traiter d'autres sujets. Hein. C'était la bonne question. Deux choses. Donc déjà nous sommes que 17. Donc de fait, nous sommes contraints de traiter tous plusieurs sujets. Moi, je suis membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Juste avant cette conférence, je traitais le sujet de défense et changement climatique. Je suis président du groupe d'études contre les LGBTQI-phobies dans le monde. Et hier, j'avais un atelier sur les mutilations des enfants intersexes. Et pendant l'année, j'ai été membre de la commission spéciale sur la bioéthique et j'ai participé au combat sur les retraites. Donc je pense qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de sujet plus ou moins important. Il y a des sujets qui doivent être traités. Et donc il faut bien que quelqu'un s'y mette et les traite. Je pense, dans mon intervention liminaire, avoir bien montré en quoi, et si je ne l'ai pas fait, je reviens dessus, en quoi la question animale traitait et permettait de traiter, impliquait de traiter des questions institutionnelles, comme la question constituante. Et d'ailleurs, j'étais le responsable du texte de réforme constitutionnelle pour le groupe qui a été avorté à cause de l'affaire Benalla. Donc, au-delà donc question institutionnelle, question d'égalité, question de survie de l'humanité et question donc écologique primordiale. Donc, je ne dirais pas que tout est dans tout. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que nous avons là un sujet transversal qui mêle question institutionnelle, question d'égalité, question de droit du travail. Parce que ce n'est pas le thème de cette conférence et des suites de la conférence d'hier, mais sur les questions d'élevage, moi je l'ai dit dans mon intervention et je le répète, les conditions de vie et de travail des éleveurs sont déplorables. Déplorables. Ils s'endettent à vie, les taux de suicide sont phénoménaux, tout ça parce qu'ils sont prisonniers d'un système qui les contraint à ce mode d'élevage parce qu'on leur a expliqué, on les a formés dans les écoles de la République que pour élever des animaux, des cochons, il fallait les élever de telle manière, avec des antibiotiques, avec des cages, etc., etc. Et qu'ils se sont endettés pour acheter ces équipements et qu'aujourd'hui, ils sont contraints de continuer. Ils sont dans un cercle vicieux. Donc, question institutionnelle, question de droit du travail, question même de santé au travail pour les éleveurs, question évidemment philosophique de la condition animale de ce que l'on fait, question écologique de la survie de l'humanité. Si même on n'en a rien à faire des animaux, se dire que la biodiversité est nécessaire à la survie de l'humanité. Donc même quelqu'un qui n'en a rien à faire de savoir si les animaux souffrent ou pas, devrait comprendre que nous ne pouvons pas continuer comme nous le faisons aujourd'hui. Donc je pense que vraiment là, nous tenons un sujet qui est un sujet réellement transversal et qui traite toutes les questions du programme de l'avenir en commun. Oui. Déjà noter que l'attitude du préfet est bien le symbole de cette oligarchie que je dénonçais, qui
qui est la voix de l'État et du ministère de l'Agriculture et qui donc contribue à maintenir l'ordre existant, en fait, c'est ce que disait Stan, c'est la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire déjà des pétitions, des manifestations lorsque le cirque vient, et voir en lien avec les municipalités qui s'y opposent ou faire pression sur les municipalités qui ne s'y opposent pas encore pour agir. Voilà, moi je pense que le levier, c'est la mobilisation citoyenne en appui à l'action des élus. Après, juridiquement, je ne saurais pas dire, je ne connais pas le cas particulier. Peut-être qu'il y a une mauvaise rédaction de l'arrêté de la part de la maire et qu'elle peut en prendre un deuxième. Dans le cas particulier, je ne sais pas. Mais en règle générale, les élus qui prennent ce type de décision ont aussi besoin du soutien de la population. Bien sûr, ça c'est à la maire de le faire. Non, ouais, moi, brièvement, je voulais juste compléter par rapport à cette question sur est-ce que ça vous laisse du temps pour vous occuper des autres sujets? Parce que derrière ça, il y a quand même la question qui revient assez souvent, pourquoi tu t'occupes des animaux alors qu'il y a des humains qui ont besoin d'aide? Et c'est une question que j'entends moi depuis que je suis toute petite. C'est vraiment, on est vraiment à côté du sujet, je pense, quand on pense comme ça. D'une part, je pense vraiment que défendre les animaux, c'est lutter contre la racine de l'injustice dont nous sommes tous victimes. Quand on regarde le cheminement et même notre histoire à nous, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les animaux, c'est ce qui s'est passé avec les Noirs, avec les Indiens, avec les femmes, où on a toujours en fait justifié le fait que quelqu'un est différent de nous pour l'exploiter et pour lui faire du mal. Donc les animaux ont simplement cette faiblesse de n'être pas nés humains. Et ça justifie à nos yeux qu'on les exploite dans des proportions qui sont incommensurables. Moi, j'ai une aversion pour l'injustice, finalement, c'est ça qui fait que je me bats. Et je me bats pour cette cause-là, parce qu'à mon sens, elle est aux racines du mal. On ne pourra pas vivre harmonieusement entre nous et sans s'exploiter les uns les autres, tant qu'on continuera à justifier et à trouver normal d'exploiter et de détruire le vivant. Donc il y a une question éthique derrière ça, et dire que la vie d'un animal est importante, ça ne veut pas dire que la vie d'un être humain l'est moins. Il s'agit de sacraliser, de respecter la vie sous toutes ses formes, et tout le monde a à gagner là-dedans. On reproche très rarement aux gens qui sont passionnés de moto ou de photos, d'y passer tout leur temps et d'y mettre toutes leurs économies. Par contre, si vous faites ça pour la cause animale, on va vous dire, y a des enfants qui meurent de faim quand même, t'es au courant. Qu'est-ce que tu fais? Donc, alors qu'en fait, c'est complètement un faux problème. Et c'est deux choses qui avancent en même temps, parce que cette machine qui broie les animaux, c'est celle qui broie les plus faibles d'entre nous. Voilà. Donc c'est un ennemi commun. Et si on ne comprend pas ça, ça va être compliqué d'y arriver, parce que l'ennemi est fort. Et après, d'un point de vue utilitariste, pour ceux qui finalement sont vraiment ont pas du tout d'empathie là-dessus, effectivement, on a intérêt à sauver le vivant de nous-mêmes, hein, parce qu'il n'a pas besoin d'être sauvé. En fait, on a intérêt à arrêter de le détruire plutôt, parce que écologiquement parlant, nous sommes sans doute l'une des espèces, si ce n'est l'espèce la moins importante. On est loin d'être indispensable, au contraire. Si les vers de terre disparaissent demain, c'est terminé pour nous. Il y a des espèces de bactéries qui nous maintiennent en vie. Si elles disparaissent, c'est fini. Nous, si on disparaît demain, a priori, sur Terre, globalement, ça va mieux. Donc il faut aussi qu'on ait un peu plus d'humilité par rapport à ça et qu'on comprenne qu'en fait, on a beaucoup plus besoin du vivant que le vivant en a besoin de nous. À l'heure actuelle, malheureusement, le constat, il est de dire que finalement, le vivant serait mieux sans nous. À nous de changer ça. Ce n'est pas une fatalité, ça n'a pas toujours été le cas. Donc à nous de faire en sorte de vivre harmonieusement avec le reste du vivant ou de disparaître avec lui. Donc on a tout à y gagner en fait. Et c'est un sujet prioritaire, c'est un sujet transversal.
Merci. Donc, cette conférence va toucher à sa fin parce que c'est l'heure. Donc, je remercie donc nos 4 intervenants. Simplement pour vous dire que notre groupe Conditions Animales est disponible au stand dans le village associatif, donc vers l'entrée du village associatif pendant tout le week-end. Nous avons, puisque c'est aussi le sujet, nous soutenons une ICE, donc une initiative citoyenne européenne contre le finning, qui consiste à couper les ailerons des requins et ensuite à les rejeter encore vivants à la mer avec plus aucune possibilité de survie, ce qui est une catastrophe à la fois pour eux et également pour l'écosystème, vu que ce sont des super prédateurs et que nous en avons besoin pour préserver l'écosystème. Donc nous avons besoin de récolter 1 million de signatures au niveau européen pour pouvoir porter cela au Parlement européen. Donc vous pouvez venir chercher le tract et prendre le lien pour signer au stand. Nous sommes disponibles. Et vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook Conditions Animales La France Insoumise et sur Twitter et Instagram sur Animaux Insoumis. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à venir échanger avec nous. Et je remercie encore Lamia d'être venue, ainsi que Muriel, Stanislas et Bastien. Et puis nous vous souhaitons donc une bonne continuation sur ces amphis.